Je compte sur vous. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, près de la moitié des enfants agressés sexuellement le sont par d'autres enfants. Pourquoi ne parvient-on pas à endiguer ce phénomène? On va poser la question à Aude Loriot, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale cette semaine sur la littérature américaine. Question du jour, quel écrivain américain parle de l'Amérique comme d'un cauchemar climatisé? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Catherine Maury. Et puis enfin, comme chaque semaine, nous retrouverons Amélie Paris, les années collège. Aujourd'hui, notre professeur documentaliste préféré vous fait le portrait d'une star des collégiennes et des collégiens, le rappeur Jul. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Aude Loriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à 20 minutes où vous suivez les questions de violence sur les enfants, de discrimination et d'éducation. Et pendant près de 2 ans, vous avez enquêté sur les violences sexuelles entre enfants, un phénomène massif que l'école ne veut pas voir, peut-on lire en sous-titre du livre que vous publiez aux éditions Stock, son titre « Tableau noir ». Et ce dont vous parlez, vous employez l'expression dès le début, c'est d'un océan de violence. Ah oui, c'est vraiment massif. Déjà, moi, j'ai été scotchée par ce chiffre de un auteur d'agression sexuelle sur enfant sur 2 est un mineur lui-même. Donc la moitié, c'est gigantesque et c'est quelque chose que je pense que le grand public n'en a pas conscience. Par ailleurs, ces chiffres aussi sont massifs au sein de l'éducation nationale. Il y a des enquêtes qui ont été publiées et pour lesquelles il y a eu en fait quasiment aucun article de presse n'a relevé le fait que si on extrapole les chiffres, près de 800 000 élèves déclarent des agressions sexuelles, c'est-à-dire baisers forcés, attouchements sans consentement et violences sexuelles. De près de 800 000 rien que dans l'école publique. Donc on imagine que si on inclut l'école privée, c'est beaucoup plus large. Et c'est un phénomène en plus qui est en augmentation, enfin en tout cas les violences sexuelles sur mineurs par des mineurs humaines, ça a explosé en 20 ans, près de 300% d'augmentation. Vous proposez des explications de ça. On peut aussi citer un chiffre européen que j'ai découvert en vous lisant. En Europe, 14% de filles et 6% de garçons sont concernés par ces violences. Je parle du côté des victimes, du côté des auteurs, on le verra, c'est 95% de garçons. Le théâtre de ces violences, plutôt le milieu familial quand on est petit, jusqu'à l'âge de 10 ans, et puis après, ça bascule vers l'école et vers le monde extérieur, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est les violences sexuelles sur mineurs en général, c'est d'abord dans la famille. L'inceste, c'est vraiment ce qui est le plus massif. Ensuite, effectivement, il y a tous les lieux où sont les enfants. Donc l'école, les clubs de sport, centres aérés, etc. Et s'agissant des violences sexuelles entre mineurs, l'école est vraiment le deuxième lieu. Ça arrive vraiment en deuxième, d'après un rapport de l'inspection générale. Juste après la famille, phénomène qui explose. Alors notamment, vous exposez un certain nombre de facteurs. Il y a les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Et notamment certains réseaux sociaux qui ont, me dit un expert dans le livre, instauré une forme d'impunité avec des messages éphémères qui s'effacent. Donc ça veut dire que on envoie un nude, on envoie des propositions compromettantes et puis ça s'efface, il n'y a aucune trace. Donc ça a vraiment... les experts constatent une énorme augmentation, en fait, selon eux, des violences sexuelles entre mineurs à partir de l'arrivée des smartphones, des réseaux sociaux. Il y a aussi un fond d'hypersexualisation de la société. Alors pour traduire hypersexualisation, c'est quand on montre des images d'enfants, et notamment de petites filles, oui, mais qui sont dans des poses lascives, qui sont habillées, maquillées, comme si elles avaient 20 ans de plus. Quoi. Tout à fait, ou quand c'est des modèles, ou quand ce sont des modèles aussi que suivent ces jeunes filles. Miley Cyrus qui fait du twerking et puis qui va faire la promotion un peu d'une forme de prostitution sur scène, quand on sait qu'elle est suivie par tout un tas d'adolescentes. Même Beyoncé, je veux dire, c'est un modèle aussi, même si c'est quelqu'un de féministe et qui aussi a apporté des choses à toutes ces femmes en constituant un modèle. Voilà, c'est aussi quelqu'un d'hypersexualisé. Elle a un certain âge, elle en joue, elle est libre d'en jouer. Voilà, mais elle est suivie par énormément de jeunes filles. Ça. Et en fait, les jeunes filles, c'est ce que montre très très bien le film de Maïmouna Doucouré, le film Mignonne. Ces jeunes filles, en fait, elles essaient de reproduire des poses lascives et elles suivent vraiment ces exemples-là sur les réseaux sociaux. Et il y a en fait aussi un troisième facteur
gigantesque, et là dont vous avez dû parler plein de fois dans votre émission, c'est l'accès à la prostitution, à la pornographie. Si vous vous apprêtez à parler de la pornographie, effectivement, on en parle régulièrement. Ouais, c'est ça. Quand on sait qu'un enfant de 10 ans, et un enfant de 10 ans sur 5 en consomme 30 minutes par mois. Et moi, ce m'ont dit les gens dans mon enquête, c'est que dans toutes les classes de CP, il y a des enfants qui sont exposés à la pornographie. Il y a même quelqu'un qui est sensibilisé à ça, qui a une association dédiée au sujet. Sa fille est tombée sur de la pornographie en ligne avec une pop-up. Voilà, donc en fait, les enfants sont massivement exposés à la pornographie en ligne. Certains enfants, certains adolescents, en plus ont plus de risques que d'autres d'être victimes de violences sexuelles. Si je résume, alors j'y vais un petit peu brutalement, mais enfin, c'est quand même ça, parce que la réalité est brutale. C'est plus on est faible, plus on est exposé, plus on est handicapé, plus on est exposé, plus le risque est élevé, etc. Oui, les foyers, ça. Alors, les enfants handicapés, c'est terrible. C'est les enfants de l'ASE, dans les foyers, l'aide sociale à l'enfance. Alors, il y a une étude de la Seine-Saint-Denis qui est assez parlante à ce sujet. Sur 100 enfants de l'ASE, il y en a plus de la moitié en fait qui ont été agressés sexuellement, dont 25% pendant leur placement par d'autres mineurs. Donc les violences sexuelles entre mineurs sont massives au sein des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Votre livre, il est écrit en écriture inclusive, mais pour ce qui est des auteurs, le masculin l'emporte à 95%. Oui. D'ailleurs, dans certains cas, j'ai laissé le masculin. J'ai aussi laissé le masculin dans les... Enfin, j'ai pas mis d'écriture inclusive dans les citations, mais bon, ça, c'est un détail. Parce que je laisse aux gens qui me parlent de... Voilà, c'est ça. Mais effectivement, j'ai laissé parfois délibérément le masculin. J'ai pas mis en écriture inclusive parce que quand on sait que c'est 92% d'auteurs mineurs qui sont des garçons, bon, c'est vrai que... Il n'y a plus tellement besoin d'être en inclusif. Il n'y a pas de profil type des agresseurs, mais il y a quand même des traits communs. La majorité, écrivez-vous, a subi des expériences traumatiques, qu'il s'agisse de traumatisme physique ou de traumatisme sexuel. Ah oui, alors ça, c'est terrible. On sait que à peu près un tiers des condamnés pour violences sexuelles ont subi des violences sexuelles. Mais au-delà de ça, il y a une autre étude qui a été menée notamment par Emmanuel Piette du collectif français contre le viol. C'est une étude qui date un peu, mais elle, c'était 90%, 88%, je crois. En souvenir des enfants qu'elle avait sous suivi, qui étaient suivis socio-judiciaire, etc., ils avaient tous des troubles. Enfin, ils avaient tous soit été victimes de violences, d'abus sexuels, soit ils avaient été exposés à des violences sexuelles, c'est-à-dire ils avaient vu leur père violer leur mère, ils avaient été exposés à des violences, à des abandons, ils avaient des traumatismes vraiment très graves en fait. Et les auteurs mineurs qui ont commis des actes pendant qu'ils étaient mineurs, j'en interviewe longuement, notamment 2 dans le livre. Pour l'un, il a été agressé par son frère et l'autre, il a lui-même été agressé par son père et il a certainement subi tout un tas d'agressions tout jeune. Ce qui pose vraiment la question à la fois, évidemment, de la prise en charge des victimes, mais aussi des auteurs ou des rares autrices, mais surtout des auteurs et de considérer aussi qu'à un moment donné, ils ont été... Pas tous, mais pour beaucoup, victimes. Mais ça, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens qui sont victimes d'abus sexuels, qui sentent en fait qu'ils sont en train de reproduire ce qu'ils ont fait, qui essayent de se faire soigner. Et en fait, les professionnels de santé leur claquent la porte au nez. Enfin, c'est quand même c'est un scandale, ça, dans notre pays. Les auteurs ne sont pas pris en charge, les victimes non plus. Il y a un cruel manque de pédopsychiatres et de spécialistes du psychotrauma. Alors aujourd'hui, quand on a un trauma lié aux violences sexuelles et qu'on veut chercher un spécialiste, bon courage pour vous accrocher. La bannière. Ouais. Tableau noir, violence sexuelle entre enfants, le phénomène massif que l'école ne veut pas voir. Tiens, on va en parler justement de l'école. Je précise que le livre d'Aude Loriot est sorti chez Stock. Il est préfacé par Éric Debarbieu, grand spécialiste des questions de violence à l'école, qu'on avait d'ailleurs accueilli dans cette émission. On se retrouve dans quelques minutes. On teste notre culture G ici, ça vous va ? Littérature américaine, c'est votre truc ? À fond. Eh ben, vous allez faire encore, vous allez bien répondre dans ce cas-là. Catherine Maury. Toute cette semaine, nous testons notre culture générale en littérature américaine avec Catherine Maury, professeure de français, autrice de cette incroyable histoire de la littérature américaine parue en 2 volumes aux Arènes BD avec au pinceau Jean-Baptiste Eustache. Question du jour. Quel célèbre écrivain américain parle de l'Amérique comme d'un cauchemar climatisé? Vous avez une idée d'ailleurs?
J'ai une petite anti-sèche. Henri Miller. Elle est très forte. Mais je l'ai lu. Vive les anti-sèches. Bon, Henry Miller. Henry Miller, exactement. Et si on a pris cette citation, c'est pour illustrer quelque chose, c'est que ce cauchemar climatique, ce côté hyper normatif de l'Amérique, il y a un tas d'écrivains qui évidemment veulent faire péter les barrières, péter les frontières, et c'est d'eux qu'on parle. Voilà, parce que donc c'est un pays très puritain, et s'il y a bien un ennemi du puritanisme, c'est la sexualité. Alors aujourd'hui, les États-Unis se targuent d'être le pays de la liberté d'expression. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que justement tout ce qui touchait à la sexualité était complètement interdit et censuré. Alors je précise, parce qu'on a un petit effet de sens avec le livre d'autres, qu'on parle évidemment pas des violences sexuelles faites aux enfants. Non, là on parle d'adultes consentants, oui, voilà, exactement. libres, Exactement. et qui font leur choix. Voilà, tout à fait. Et donc il y a par exemple Walt Whitman, le premier vraiment un peu arrivé dans les brancards, c'est Walt Whitman au 19e siècle avec son recueil Feuilles d'herbe, qui est très sensuel, très charnel. Elle est très forte quand même, même sans anti-sèche. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et puis alors on a Henry Miller. Alors Henry Miller lui met vraiment les pieds dans le plat, donc il va écrire ses tropiques, tropique du Cancer, tropique du Capricorne. Et puis surtout... Et puis il y a la trilogie en rose. Et Plexus, Sexus et Nexus. Voilà. Et donc il y a beaucoup d'amour tarifé, c'est très cru, très sensuel. Donc impossible de faire éditer ça aux États-Unis. Il commence à faire publier en France en anglais, ça passe. Du jour où il fait traduire en France, alors là, ça y est, il y a un procès qui tombe. Et puis l'affaire est tellement médiatisée. Miller dit qu'on parle de lui comme on parlait de l'affaire Dreyfus. Vous voyez, à tel point, ça fait jaser. Donc le parquet frileux classe l'affaire. Ensuite, quand on traduit sa trilogie en rose, reprocès. Alors il n'en peut plus, Miller. Son avocat lui dit, mais Miller pensait que vous marchez dans les pas de Zola, de Flaubert, de Baudelaire. Enfin bon, ça ne le console pas beaucoup. Et alors le pire est à venir, parce qu'aux États-Unis, dans les années 60, on publie ses œuvres, et là il y a une 60aine de procès qui lui tombent dessus. Et sa ligne de défense, c'est de dire, on fait de moi un géant de la pornographie, mais la sexualité, je suis une personne normale, la sexualité ne fait-elle pas partie de la vie normale? Et franchement, c'est quand même frappé au coin du bon sens, je trouve. Dans les autres écrivains américains qui se battent pour la liberté d'expression, pas forcément sur ce terrain-là, mais aussi sur ce terrain-là, Tennessee Williams. Oui, Tennessee Williams. Un toit brûlant. Voilà. Alors, il est homosexuel. Tramway nommé Désir. Voilà, l'homosexualité est une thématique très importante dans ses pièces. Seulement impossible, là encore, aux États-Unis, de faire monter un homosexuel, enfin un personnage homosexuel sur les planches. Donc, comment il fait ? Il les zigouille avant le lever de rideau. Donc quand vous regardez, c'est La chatte sur un toit brûlant, Soudain l'été dernier, Un tramway nommé Désir. À chaque fois, il y a un homosexuel qui est mort hors scène avant que la pièce ne commence. Dans Un tramway nommé Désir, c'est le mari de Blanche qui s'est suicidé parce que sa femme a découvert qu'il avait des penchants homosexuels, etc. Et alors, ce qui est drôle aussi avec Tennessee Williams, c'est que Hollywood adapte ses pièces. Mais c'est encore too much pour Hollywood. Donc oui, c'est encore too much. Donc là, les homosexuels, ils dégagent. La sexualité féminine, c'est pas possible. Et alors, Tennessee Williams, il va dans la rue, là où les gens font la queue devant les cinémas pour aller voir La chatte sur un toit brûlant, et il leur dit, n'y allez pas, ils m'ont émasculé ma pièce, n'allez pas voir ça. Un petit mot sur la Beat Generation, Allen Ginsberg, Jack Kerouac. On the Road, ça aussi, c'est encore un hymne à la liberté. Bien sûr, c'est Allen Ginsberg avec son poème Howl, qui signifie hurlement, donc à San Francisco, qui va aussi déchaîner les foules. Donc il va y avoir à nouveau un procès qui va être très médiatisé et qui oppose vraiment deux Amériques, une Amérique très conformiste, très puritaine, et une Amérique beaucoup plus jeune, qui a été douchée par Auschwitz, qui a été douchée par Hiroshima, qui a été douchée par la guerre froide, et qui veut chercher une autre voie. Et Hall va être autorisé par le juge, et vraiment, ça va créer une liberté d'expression plus grande qu'auparavant. Les écrivains américains et la lutte pour la liberté d'expression, il va falloir qu'ils continuent à la mener aujourd'hui, parce que ça ne se présente pas super bien dans les semaines qui viennent. Avec les mots interdits. Et les mots interdits, les thèmes interdits, les recherches non financées, purge dans les bibliothèques, dans les universités, dans les écoles. Catherine Maury, merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, professeure de lettres, autrice notamment de cette formidable BD en 2 volumes. Il était une fois en Amérique, dessin de Jean-Baptiste Eustache, conseiller de luxe, François Guérif, Oliver Gallmeister, rien que des très grands noms de la connaissance, de l'expertise en littérature américaine dans l'édition française. On vous retrouve demain ? Volontiers. Question, vous connaissez tout, Aude Loriot. Flannery O'Connor. Ah ça me fait plaisir. Faut regarder demain. Vous connaissez le nom. Flannery O'Connor, grande écrivaine selon Catherine Maury, elle vous expliquera pourquoi demain. Elle avait une passion dévorante pour un animal. Mais quel animal ? Réponse demain. Grand oral pour l'instant.
Aude Loriot, je l'ai dit, le sous-titre de votre livre évoque un phénomène que l'école ne veut pas voir. Il faut le comprendre vraiment au premier degré. Les chiffres sont rares et ils sont difficiles à obtenir. Oui, c'est-à-dire... C'est un cauchemar pour une journaliste, quoi. Je suis encore en process CADA, c'est-à-dire saisine de la commission d'accès aux documents administratifs pour certains de ces chiffres. C'est-à-dire que les chiffres des IP et signalements qui existent pourtant, et donc les IP, c'est les informations préoccupantes, c'est-à-dire les alertes qu'on envoie au département, aux services sociaux du département, et les signalements, c'est ceux qui sont faits au procureur. Ces chiffres-là, ils existent. Secret pourtant, défense. Mais voilà, on ne les communique pas, ou en tout cas, et on ne fait pas l'effort de toute façon de les consolider, puisque une des raisons avancées, c'est qu'ils ne seraient pas consolidés. Mais il y a tout récemment, là, j'ai fait un papier qui va paraître tout bientôt, mais il y a des chiffres qui ont été donnés lors de la commission d'enquête Betaram, sur les violences à l'école. On a appris au cours de cette commission d'enquête, et les syndicats ignoraient totalement, qu'il y a 1200 alertes concernant des violences d'adultes sur enfants, et qu'il n'y a même pas 200 sanctions, et sachant que ces sanctions comprennent en plus les violences à l'égard d'autres profs et personnels. Ça, c'est des chiffres qui n'ont jamais été révélés. Puisque vous en parlez, non contente de ne pas s'attaquer aux violences entre mineurs, l'Éducation nationale, elle s'attaque pour le moins mollement aux violences commises par les majeurs. Et vous rappelez aussi la terrible histoire de Villefontaine. Oui. Alors c'est une histoire en fait de pédocriminalité. C'est des cassettes qui ont circulé, qui ont été faites et qui ensuite. Il y a plusieurs histoires. Oui. Il y a une histoire dans les années 90 et puis ensuite il y a l'histoire de Villefontaine. Mais toujours est-il que les violences, elles ont toujours été regardées comme des violences d'adultes sur des enfants. Et le fait majeur, moi je le trouve récent et qu'apporte mon livre, c'est que les violences des adultes sur les enfants à l'école, c'est peanuts en fait. C'est même pas 1 sur 10. L'énorme c'est 1 sur 2. partie, on le en redit. fait... Non, c'est pas 1 sur 2. Non, ça c'est les violences sexuelles entre enfants en général. Mais à l'école, ah oui, à l'école, dans pardon, ce qui est commis, au sein de l'école, la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire 9/10 du truc, c'est les violences sexuelles entre enfants. Et ça, c'est toujours considéré comme du touche-pipi, c'est minimisé, c'est ramené à des jeux sexuels. Or, je le rappelle, un jeu entre enfants, ça existe, de la curiosité, de la découverte du corps, surtout chez les tout petits. Ça se fait sans violence, sans coercition, sinon ça n'est pas du jeu. Et ça ne se reproduit pas systématiquement. Il y avait ça aussi, on avait fait une émission là-dessus en disant, une fois ça arrive, c'est pas, mais si ça devient systématique, ça devient assez vite. Ça s'appelle un comportement sexuel préoccupant. C'est préoccupant, exactement. Dans les énormes trous de la raquette préventive, il y a tous les retards de l'éducation à la sexualité, qui pourtant est obligatoire depuis 2001. Alors un nouveau programme a été élaboré, vous observerez, j'imagine, avec curiosité comment il est fait. Il y a aussi les rendez-vous de dépistage qui n'ont pas lieu. Oui, alors ça c'était pourtant une promesse d'Emmanuel Macron en 2021 et à ce jour c'est toujours pas mis en œuvre. Il y a très 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 peu même de simples rendez-vous de santé qui sont assurés au sein de l'Éducation nationale. Donc alors des dépistages sur les violences sexuelles encore moins malheureusement. La Civise, donc la commission sur l'inceste pour le dire vite, le recommande aussi depuis des années et c'est toujours pas fait. Quand l'Éducation nationale réagit, parce que ça lui arrive quand même une fois de temps en temps, c'est souvent dans des délais très importants et régulièrement, comme pour les cas de harcèlement, c'est en exfiltrant, donc d'une certaine manière en punissant la victime et pas l'auteur. Ça c'est dingue aussi quand même. Oui, vous avez plein de témoignages là-dessus. C'est-à-dire, moi j'ai enquêté sur une grosse dizaine de cas. Ouais. Dans tous les cas, on demande d'abord à la victime de partir. Alors, c'est pas toujours ce qui se passe dans tous les cas que j'ai investigués, parce que mais parfois... c'est le premier geste de l'institution. Mais c'est toujours le premier geste. En fait, c'est beaucoup plus facile d'exfiltrer celui qui donne l'alerte et qui paraît embêtant, qui dérange en fait l'état établi. En fait, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Et les institutions, elles préfèrent en fait rester telles quelles et que rien ne les perturbe. En fait, c'est un peu ça qui ressort. En parlant d'institutions, on apprend un concept en vous lisant, la notion d'autocensure institutionnelle. Et vous dites que c'est entre autres ça qui explique finalement que le pas de vague domine dans ce domaine-là, comme dans d'autres, mais dans celui-ci, c'est singulièrement choquant. Oui, c'est un concept qui a été développé par 2 psychologues. C'est l'idée, en fait, que on s'autocensure pour éviter, en fait, d'avoir à rendre des comptes et puis d'être piégé parce qu'on n'a pas assez surveillé, pas assez contrôlé.
Puis en même temps, on est pris aussi dans ce dilemme de si je ne parle pas, je vais aussi être... on peut me le reprocher. Donc en fait, il ne se passe rien. Les gens sont pris face à un dilemme et ne font rien. Et puis, fondamentalement, ça attaque le projet même de l'école. C'est la censure des pulsions. Et c'est ce qu'expliquent ces psychologues en se basant sur la psychanalyse. C'est le fait de se civiliser. Et donc, quand il y a des violences sexuelles, ça renvoie à quelque chose de primaire, primal, qui dérange le projet fondamental de l'école. Les choses sont encore plus compliquées à l'école primaire qu'à dans le secondaire, parce qu'à l'école primaire, et là encore on l'apprend en vous disant, la justice ne donne aucune indication à l'éducation nationale. Parce que bon, en dessous de 13 ans, il y a la minorité pénale, donc c'est compliqué. Et donc pour le coup, professeurs des écoles, les inspecteurs d'éducation, les directeurs, les directrices d'école, ils sont quand même on les aide pas. Non, mais ça c'est terrible, mais c'est terrible aussi pour les parents. C'est-à-dire qu'en fait, en dessous de 13 ans, c'est classé sans suite systématiquement. Donc on va faire ce mensonge un peu, c'est-à-dire les institutions très souvent vont dire aux parents portez plainte, on verra, vous obtiendrez gain de cause avec la justice. Mais c'est faux. On leur dit ça, ou ils ne savent pas et c'est de l'ignorance crasse, ou c'est pour gagner du temps et des manœuvres dilatoires. Mais il ne se passera rien. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, dès que les agresseurs ont plus que 13 ans, les adultes, on peut les mettre en prison, on peut faire tout un tas de choses. On peut ne serait-ce qu'avoir au moins un procès, quelque chose qui vient aider un peu ses parents à se reconstruire et la victime. En dessous de 13 ans, il ne se passe rien. Ils ne sont même pas informés. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas si les auteurs qui ont agressé leurs enfants, qui sont des enfants eux-mêmes, qui sont aussi des victimes, on l'a déjà dit, mais ils ne savent même pas s'ils sont pris en charge. Aude Loriot, tout ça s'inscrit dans un contexte et vous donnez aussi le contexte dans le bouquin. Et alors notamment, vous faites référence à l'infantisme. Là, Elia Benoît, ses recherches. Cette idée, en fait, que l'enfant est minorisé en permanence dans nos sociétés. On ne l'écoute pas, on ne le croit pas, c'est une quantité négligeable. Il est la propriété, finalement, de ses parents. Oui, c'est ça. C'est le concept de... Moi, je développe un peu le concept de parent propriétaire de l'enfant. C'est aussi une idée que partage le juge Édouard Durand. Mais là, il y a un infantisme qui est vraiment diffus dans nos sociétés vraiment cette idée qu'on va dominer les enfants, qu'on les possède, qu'on ne les écoute pas, qu'on ne les traite pas comme des personnes. Et je rappelle que entre guillemets, la fessée, mais ce sont les violences éducatives, elle a été interdite en 2019 en France. En Suède, c'était en 1979. On a 40 ans. Ordinaires. On a 40 ans de retard. Je crois que même les Anglais ont réussi à l'interdire avant nous, c'est pas peu dire, parce qu'ils avaient quand même une certaine antériorité en la matière. Vous formulez quelques priorités qui pourraient guider l'action publique, même si ça reste avant tout un livre de journalistes qui documente un phénomène. L'une des premières, si on devait en retenir qu'une, ce serait de commencer par croire les enfants et surtout de les soigner au plus vite. En fait, de faire l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. On ne les croit pas, on ne les soigne pas. Ou quand on les soigne, c'est 2 ans après. Et... Oui, parce que parfois on les croit, mais on leur dit surtout là, il ne faut pas faire de vagues. Par exemple, quand c'est dans des violences au sein de la famille, non, surtout ne parle pas, ça pourrait mettre en difficulté ton frère. Donc il faut les croire, mais il faut les prendre en charge, les protéger, enseigner leurs droits à l'école aussi. C'est ça, et surtout, et ça vous en donnez des exemples vers la fin du bouquin, il y a des prises en charge efficaces, elles existent, donc c'est même pas comme si on ne pouvait rien faire. Aude Loriot, merci, vous allez rester avec nous, on va du côté du collège, nous, une fois par semaine, retrouver avec plaisir. Amélie Paris. Pour en savoir plus, vous lisez ce livre paru chez Stock, enquête très fouillée, très riche, très réussie, préface d'Éric de Barbieux, tableau noir, violence sexuelle entre enfants, le phénomène massif que l'école ne veut pas voir. Vous pouvez aussi, je pense que ça passe encore, aller au cinéma voir le film Cassandre d'Hélène Merlin avec Billy Blin, Zabou Bretman et Éric Ruff. Et puis on rappelle inlassablement quelques numéros à connaître par cœur. Le 119, ça c'est pour signaler un enfant en danger ou en risque de l'être. Il y a aussi un numéro d'urgence que vous donnez dans le bouquin pour les personnes attirées par les enfants pour éviter le passage à l'acte. Le 08 06 23 10 63. Et puis enfin, en cas de danger grave ou imminent, il faut contacter le procureur de la République du tribunal le plus proche, la police ou la gendarmerie. N'oubliez pas de faire tout ça. Lisez le livre d'Aude Loriot. Et maintenant, on va du côté du collège. On va se cultiver un petit peu. On va faire du rap avec Jul, les années collège.
Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Professeur documentaliste au collège Maurice Utrio à Paris dans le 18e arrondissement, collège en REP. Plus. C'est un petit jeu, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la REP plus. Avec un CDI absolument. Si vous avez un reportage à faire pour 20 minutes, je vous jure, allez-y, c'est génial. Il y a des fauteuils. Le plus beau CDI de Paris. Avec des fauteuils d'écoute, avec un jardin. C'est extraordinaire. Et une documentaliste absolument formidable qui nous instruit sur plein de choses, mais notamment sur la culture des jeunes. Et là, vous allez nous parler d'un artiste qui donne son unique concert parisien dans 3 jours. Ce sera le 26 avril au Stade de France. Ensuite, il se produira dans sa ville natale les 23 et 24 mai. Lui, c'est Jul, le rappeur marseillais, avec son signe de reconnaissance. Ah non, je voulais pas qu'on me le demande parce que j'étais pas sûre de savoir le faire. Ah d'accord, pouce écarté, index et majeur levé. Bon, vous nous racontez son histoire? Oui, alors Jul, donc 3 lettres et voilà, un record qui bat, qui fait beaucoup mieux que moi, qui bat des records de vente et d'écoute sur les plateformes. Alors 23 albums à son actif et presque autant de disques de platine que Johnny. Et évidemment, les 80 000 places pour son premier concert au Stade de France ont trouvé preneur dès l'ouverture de la billetterie en quelques minutes. Alors, de son vrai nom, Julien Marie, il est né en 1990 à Marseille et tout commence vraiment en 2008. Alors, à l'époque, le futur Jul, qui se fait encore appeler Giuliano 135, moins facile à faire avec les doigts, bricole tout seul sur son ordinateur. Alors, un ordinateur qu'on lui a donné quelques années avant à son entrée en 4e et tout est parti de là. Donc, dans ses premiers morceaux, déjà, il racontait ses galères de tous les jours, les copains, la solidarité, les contrôles de police, le foot. Tout son quartier trouvait déjà qu'il avait du talent, une vraie capacité à improviser et à retranscrire les choses de la vie. Et c'est comme ça que le succès est arrivé avec son album Dans ma paranoïa, sorti en février 2014. Un succès qui n'a étonné personne, surtout pas les copains d'enfance. Avec le succès viennent les polémiques autour de son niveau d'orthographe, encore de son style vestimentaire. Et on est en France, attention l'orthographe. Et oui, alors en 2016, le rappeur est venu chercher sa récompense aux victoires de la musique habillée comme dans la vraie vie, avec un survêtement noir et aussi de zip fluo qui avait déclenché un ouragan de moqueries sur les réseaux sociaux auxquels il avait répondu « J'ai grandi en jogging, je vieillirai riche et célèbre en jogging ». Proche, mais il a raison, proche de ses fans qu'il appelle sa team, il privilégie les réseaux sociaux pour échanger directement avec eux en gardant lui-même la gestion de la communication et ses fautes d'orthographe. Oui, que certains médias critiquent alors que d'autres applaudissent son authenticité. Là aussi, il se défend. Je suis parti de rien sans savoir écrire bien et ça n'est pas ça qui m'a empêché d'écrire des tubes. Ben voilà, puis c'est aussi à cette spontanéité, à cette proximité que les jeunes adorent, j'imagine. Oui. Et d'ailleurs, l'un de ses concerts au Vélodrome en juin 2022, il avait composé un morceau en direct en enregistrant le public assis à sa console. Une reproduction, avait-il expliqué, de son bureau sur scène. Et donc, c'est vraiment en rapportant sa maison à sa team, Jul consolide sa proximité avec son public. Mais il est aussi le symbole d'une réussite sans artifice, construite à la seule force du talent et du travail. Il est aussi celui qui reste fidèle à ses amis d'enfance, qu'il met en avant dès qu'il le peut dans ses clips ou dans ses apparitions publiques. Pourquoi il aime les ados? Vous avez Alors demandé, je les cite évidemment parce qu'il est simple, parce qu'il est humble et parce qu'il ne se prend pas la tête. Elle est simple, humble et pas prise de tête. À côté de ce personnage, il y a aussi évidemment la musique, les textes et ce qu'il raconte aux collégiens. Oui. Alors les collégiens que j'ai interrogés l'écoutent souvent depuis l'école primaire, donc pour les paroles et pour les sons ambiançants. Et c'est comme ça qu'il se définit comme quelqu'un qui fait de la musique dansante avec des mots qui touchent. Il rappe à la première personne, il parle des petits qui grandissent trop vite, de sa réticence face aux réseaux sociaux, de la manière dont le monde évolue, de foot, d'amour, d'amitié. Il y a beaucoup d'énergie et de vitalité dans sa production et une certaine mélancolie dans ses chansons. Et c'est ça qui fait son succès. Les jeunes voient en lui le reflet de leur intériorité. Et puis c'est aussi quelqu'un de discret. Obtenir une interview, ça nécessite souvent beaucoup de patience et de longues négociations avec l'entourage, les avocats, c'est pas évident. Oui, et qui demandent qu'on leur donne les questions en avance pour vérifier que l'interview n'est pas pour but moquerie ou polémique. En tout cas, pour ceux qui n'auront pas la chance d'être au Stade de France dans 3 jours ou au Stade Vélodrome fin mai, Jul sort son 24e album dans 2 jours, en même temps qu'une boutique éphémère dans la capitale qui durera jusqu'au 4 mai. Merci beaucoup. Et toutes les collégiennes et les collégiens, c'est plutôt les collégiens, non, garçons-filles chez vous? Tout le monde. Tout le monde. Oui. Allez, hop, tout Maurice Utrio à la boutique éphémère et au Stade de France. Amélie, merci beaucoup. Aude Loriot, merci beaucoup de nous avoir rendu visite sur le plateau de La Quotidienne. Tableau noir, violence sexuelle entre enfants, le phénomène massif que l'école ne veut pas voir. Je redonne le titre de cette enquête très fouillée, très passionnante qui vient de sortir chez
Tavistock sur un phénomène massif dont on ne parle pas. Et bon, c'est sympa de dire que c'est un phénomène massif que l'école ne veut pas voir. Je pense qu'il n'y a pas que l'école qui ne le regarde pas de très près non plus. Non, c'est il y a aussi les médias, l'opinion en général. Mais enfin, vous permettez de corriger un petit peu tout cela. La quotidienne de School TV, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, au maquillage Emma Razafin-Dralambeau, Marine Plantec et Diane Colère à la préparation de l'émission, qui sont en régie avec aujourd'hui Saïd Mamou au son et Angèle Jean-Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.